Jamie Dimon contrôle plus d'argent que le PIB de la Suisse. Larry Fink gère une fortune supérieure au PIB combiné de l'Allemagne et de la France. Ces hommes ne sont pas élus. Ils ne rendent de compte à aucun parlement. Et pourtant, quand ils parlent, les gouvernements écoutent. Nous pensons que la puissance se mesure en territoire, en armée, en population. Mais il existe une autre échelle de pouvoir. Une échelle où quelques institutions financières privées surpassent des nations entières. Pas en force militaire, en capacité d'influence économique pure. Je vais vous montrer comment nous sommes arrivés à un point où une poignée de banquiers et de gestionnaires d'actifs concentre plus de richesses et d'influence que la majorité des États souverains de la planète. Commençons par un chiffre brutal. JP Morgan Chase gère 4 000 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de la France. Une seule banque, un seul PDG. Plus de poids économique qu'une nation de 68 millions d'habitants avec une histoire millénaire. Mais JP Morgan n'est pas seul dans cette catégorie. Bank of America, 3 000 milliards. Citigroup, 2 300 milliards. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. Ensemble, les 6 plus grandes banques américaines contrôlent plus de 13 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB combiné du Japon, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre, il faut remonter à 2008. La crise financière de 2008 aurait dû détruire ces institutions. Lehman Brothers a fait faillite, Bear Stearns a disparu, Merrill Lynch a été avalé. Le système bancaire était au bord de l'effondrement total. Les gouvernements ont injecté des centaines de milliards de dollars pour éviter l'apocalypse financière. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Cette crise n'a pas affaibli les grandes banques survivantes, elle les a renforcées. Après 2008, les banques moyennes ont été absorbées. La régulation a augmenté, rendant plus difficile l'entrée de nouveaux acteurs. Résultat, les géants ont capturé une part encore plus grande du marché. JP Morgan a racheté Bear Stearns et Washington Mutual. Bank of America a absorbé Merrill Lynch. Les survivants sont devenus des colosses. Et ce phénomène a créé quelque chose de nouveau dans l'histoire économique moderne. Des institutions trop grandes pour faire faillite. En anglais, on les appelle « too big to fail ». Ce concept change tout. Quand une entreprise normale fait de mauvaises décisions, elle fait faillite. C'est le capitalisme de base. Mais quand une banque systémique fait de mauvaises décisions, le gouvernement doit la sauver. Pourquoi? Parce que son effondrement entraînerait l'économie entière avec elle. Réfléchis à ce que cela signifie. Ces institutions ont une garantie implicite de l'État. Elles peuvent prendre des risques énormes, sachant que si ça tourne mal, le contribuable paiera la facture. C'est du pouvoir structurel à l'état pur. Mais les banques traditionnelles ne sont qu'une partie de l'histoire. Il existe une catégorie d'acteurs encore plus puissants, les gestionnaires d'actifs. Et à leur sommet, BlackRock. BlackRock gère 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards. C'est plus que le PIB de tous les pays d'Amérique latine réunis. C'est 3 fois le PIB du Japon. C'est la moitié du PIB des États-Unis. Larry Fink, le fondateur et PDG de BlackRock, est devenu l'une des personnes les plus influentes du monde. Pas parce qu'il est élu, pas parce qu'il commande une armée, mais parce que BlackRock est le premier actionnaire de presque toutes les grandes entreprises mondiales. Apple, Microsoft, Amazon, Google, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Visa, Mastercard. BlackRock détient des parts significatives dans toutes ces sociétés, et dans des milliers d'autres. Quand BlackRock vote lors des assemblées d'actionnaires, son vote pèse plus lourd que celui de n'importe quel État. Si tu te demandes comment une telle concentration de pouvoir est possible, abonne-toi maintenant, parce que ce que je vais te révéler dans les minutes qui viennent est encore plus troublant. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse. Mais BlackRock n'est pas seul. Vanguard gère 8 000 milliards de dollars. State Street, 4 000 milliards. Fidelity, 4 000 milliards. AE4, ces 4 gestionnaires d'actifs contrôlent plus de 26 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la Chine et des États-Unis combinés. Et voici où ça devient fascinant d'un point de vue structurel. Les fonds s'investissent les uns dans les autres. BlackRock détient des parts de Vanguard. Vanguard détient des parts de BlackRock. State Street investit dans les deux. C'est un réseau circulaire d'influence qui transcende complètement les frontières nationales. Prenons un exemple concret. En 2020, lors de la pandémie, les gouvernements du monde entier ont cherché des conseils économiques. Qui a conseillé la Réserve fédérale américaine sur ses programmes d'achat d'actifs? BlackRock. L'entreprise a littéralement été engagée par la Fed pour gérer certains de ses programmes d'urgence. Réfléchis à cela. Une institution privée conseille la banque centrale la plus puissante du monde sur la manière de stabiliser l'économie. Et cette même institution profite directement de ces interventions puisqu'elle gère des milliers de milliards investis dans les marchés que la Fed soutient. C'est un conflit d'intérêts évident? Oui.
Est-ce légal? Oui. Est-ce ainsi que fonctionne le système moderne? Absolument. Mais les banques traditionnelles ne sont qu'une partie de l'histoire. Comment ces institutions ont-elles accumulé autant d'actifs? La réponse est simple, les fonds passifs et les retraites. Dans les années 80, un changement majeur s'est produit. Les entreprises américaines ont commencé à remplacer les pensions de retraite traditionnelles par des plans d'épargne individuels comme les 401(k). Les employés devaient désormais investir eux-mêmes leur épargne retraite. Où ont-ils mis cet argent? Dans des fonds indiciels gérés par BlackRock, Vanguard et leurs concurrents. Des milliards, puis des centaines de milliards, puis des milliards de dollars ont afflué vers ces gestionnaires et une fois cet argent investi, il reste là pendant des décennies. Résultat, ces fonds ont accumulé des positions permanentes et massives dans toutes les grandes entreprises du monde occidental. Ils sont devenus les propriétaires de facto du capitalisme occidental. Et cette position leur donne une influence politique considérable. En 2019, Larry Fink a écrit une lettre ouverte aux CEO du monde entier. Il leur disait que leurs entreprises devaient prendre en compte non seulement les profits, mais également leur impact social et environnemental. Cette lettre a changé le discours corporatif mondial pratiquement du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que quand le gestionnaire du plus grand fonds d'investissement du monde te dit de changer ta stratégie, tu l'écoutes. Si BlackRock vote contre toi lors des assemblées d'actionnaires, tu peux perdre ton poste de CEO. Aucun gouvernement n'a voté pour donner ce pouvoir à Larry Fink. Aucun traité international ne régule BlackRock, mais l'entreprise façonne les politiques d'entreprise à l'échelle planétaire. Prenons maintenant un autre angle, les banques centrales. En 2023, la Banque centrale européenne gérait 8 000 milliards d'euros. La Réserve fédérale américaine, 8 000 milliards de dollars. La Banque du Japon, 5 000 milliards de dollars. Ces institutions sont censées réguler l'économie, contrôler l'inflation, stabiliser les marchés. Mais voici la réalité. Elles sont en symbiose totale avec les grandes institutions financières privées. La Fed achète des obligations d'entreprise, BlackRock conseille quelles obligations acheter. L'ECB lance un programme de liquidité, les grandes banques européennes sont les premières bénéficiaires. Ce n'est pas une conspiration, c'est de la mécanique institutionnelle. Les banques centrales et les grandes institutions financières sont interdépendantes. Elles ont besoin des unes des autres pour fonctionner. Mais cette interdépendance crée un problème fondamental de responsabilité démocratique. Quand une banque centrale prend une décision, elle affecte des centaines de millions de personnes. Taux d'intérêt, accès au crédit, valeur de l'épargne, emploi. Tout dépend de ces décisions. Mais les citoyens n'ont aucun vote direct sur ces politiques, et les grandes institutions financières, elles, ont un accès direct aux décideurs. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre rencontre régulièrement les PDG des grandes banques. Le président de l'ECB dialogue constamment avec les dirigeants financiers européens. C'est normal, diront-ils. Ils doivent comprendre les marchés. Mais cette proximité crée un biais structurel. Les décisions sont prises en fonction de ce qui stabilise le système financier, pas nécessairement de ce qui est optimal pour l'économie réelle. Voici un dernier chiffre qui illustre cette réalité. En 2020, lors de la crise du Covid, les banques centrales du monde entier ont injecté plus de 10 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Cet argent a gonflé les marchés financiers, les actions ont explosé, l'immobilier a flambé, les grandes fortunes se sont multipliées. Pendant ce temps, des millions de personnes perdaient leur emploi, leurs entreprises, leurs épargnes. L'écart de richesse a atteint des niveaux historiques. Qui a profité le plus de cette intervention? Les institutions financières qui gèrent les actifs des plus riches. Alors ces banquiers pèsent-ils vraiment plus lourd que des États entiers? La réponse dépend de comment on définit le poids. En termes de PIB pur, non, aucune banque ne produit autant de richesse qu'un grand pays. Mais en termes d'influence sur les décisions économiques mondiales, en termes de capacité à façonner les politiques, orienter les investissements et survivre aux crises grâce au soutien étatique, absolument. Ces institutions sont devenues des infrastructures critiques du capitalisme moderne. Elles ne gouvernent pas, mais elles conditionnent la marge de manœuvre des gouvernements. Et dans un système où l'argent circule librement à travers les frontières, celui qui contrôle les flux de capitaux a un avantage décisif. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur la structure réelle du pouvoir économique, partage cette vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucune enquête. Et dis-moi en commentaire, cette concentration de pouvoir financier est-elle un danger pour la démocratie ou simplement le résultat inévitable de l'économie mondialisée? Le pouvoir ne réside plus seulement dans les capitales. Il réside dans les salles de marché, les conseils d'administration et les bureaux des gestionnaires d'actifs. À bientôt.